Makula et Como retournent à la tour d'habitation pour s'entretenir avec leur dernier suspect. Je lui ai demandé de nous fournir un échantillon ADN pour l'enquête. Le petit ami de Benita n'arrive pas à croire que la police le suspecte, mais il accepte de donner un échantillon. La police reçoit les résultats de l'analyse la semaine suivante. L'ADN du petit ami de Benita ne correspond pas à celui du meurtrier. Celui de l'ancien détenu aux cheveux blonds non plus. Et les taches retrouvées dans le coffre de la voiture ne sont même pas des taches de sang. Nous avions de moins en moins de pistes. Tous les résultats étaient négatifs. Cela devenait très énervant. J'étais évidemment déçu, mais je savais qu'il fallait qu'on s'accroche. Une semaine après le début de l'enquête, tout ce que sait la police, c'est qu'il y a un tueur en liberté qui aime conserver des trophées de ses crimes. La police n'a aucun suspect pour l'affaire du meurtre de Benita de Sahagún. Mais lorsqu'un employé du métro retrouve le sac de Benita à la station Pape, les policiers tiennent une nouvelle piste. Au départ, je n'avais aucune idée de l'endroit où le tueur avait pu aller après le meurtre. Mais désormais, j'avais une localisation géographique à quelques kilomètres de la scène de crime. Pour les enquêteurs, le rythme s'accélère. Cela faisait 2 semaines que l'enquête avait démarré et les employeurs de Benita nous ont appelés. La dernière facture téléphonique de Benita vient d'arriver. Elle montre que sa carte de téléphone continue d'être utilisée. Pas moins de 44 appels avaient été passés depuis sa mort. Ces appels pouvaient avoir été passés par notre tueur. Je pouvais voir à quel endroit se trouvait l'appelé et à quel endroit se trouvait l'appelant. Et l'une des premières choses qui m'a frappé dans cette liste, c'est que les appels couvraient toute la province de l'Ontario. Les 10 derniers appels de la facture proviennent tous du même numéro. Et lorsque la police établit le lien entre ce numéro et une adresse à Markham dans l'Ontario, elle tient une piste sérieuse. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vivait à cette adresse. Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Cette personne avait violé son ex-petite amie asiatique. Il l'avait amenée dans une cage d'escalier en la menaçant avec un couteau avant de l'obliger à avoir des rapports sexuels avec lui. Le nom de l'agresseur est Roman Jans. La police le suit pendant les 3 jours qui suivent. Quand il finit enfin par jeter une bouteille vide, un policier en civil la ramasse. La police espère que l'échantillon ADN prélevé sur la bouteille prouvera que Roman Jans est le tueur. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. J'ai reçu un appel du biologiste qui m'a dit que l'échantillon ne correspondait pas. Je ne pouvais pas le croire. On était très déçus. Il fallait de nouveaux éléments pour faire repartir l'enquête. Vous essayez une chose et si ça ne marche pas, il faut en essayer une autre. Un fait était avéré. Le tueur avait utilisé cette carte de téléphone après le meurtre. J'ai décidé d'envoyer des équipes d'enquêteurs à chacun des endroits où les appels avaient été reçus. Et on finirait bien par trouver qui utilisait cette carte de téléphone. En interrogeant la personne qui avait reçu le tout premier appel, ils ont trouvé une piste. Como apprend que l'appelant est une adolescente appelée Cathy. Elle a passé son appel depuis une auberge de jeunesse non loin de l'endroit où le sac de Benita a été retrouvé.
Como et Makula ont hâte de s'entretenir avec elle. Nous avons interrogé cette jeune femme qui nous a dit que c'était un ami à elle qui lui avait donné le numéro de cette carte de téléphone. Elle riait parce que son ami s'était endormi à table et que tous les jeunes résidents de l'auberge avaient pris le numéro de la carte de téléphone et qu'ils l'utilisaient pour appeler partout dans la province. La police demande à Cathy le nom de son ami. Elle leur dit qu'il s'appelle Michael Wall, mais qu'ils ne sont pas particulièrement proches. Les enquêteurs lui conseillent de ne pas parler à Wall de leur visite. À ce moment-là, Michael Wall est devenu la priorité numéro 1 de l'enquête. C'était la personne qui avait en sa possession la carte de téléphone de la défunte le lendemain du meurtre. Une équipe de surveillance attend Wall à la sortie de l'auberge de jeunesse. On avait pour ordre de le suivre et de le surveiller, dans l'espoir de récupérer un échantillon d'ADN. On se cachait au milieu de la foule ou dans la voiture. On essayait de ne pas avoir l'air trop suspect. En faisant des recherches sur Michael Wall, la police apprend qu'il n'a que 18 ans. Sa mère l'avait renié et son père l'avait chassé de la maison car il avait des problèmes avec lui. Et c'est comme ça qu'il avait atterri dans cette auberge de jeunesse. Wall emprunte les transports en commun pendant des heures entières. Il ne semble pas aller à l'école ou avoir un travail. Il passe la plupart de son temps tout seul. Au bout de 2 jours de surveillance, l'agent Woodhouse n'a toujours pas d'échantillon ADN. Il était à pied après être descendu du bus. Et il est entré dans le parc. Il s'est approché du bord de la rivière. Je gardais mes distances, mais j'ai pris mon appareil photo pour pouvoir le voir de plus près et prendre des clichés. J'ai zoomé pour voir ce qu'il était en train de faire, et en fait, il se masturbait. J'en croyais pas mes yeux. Une fois Wall parti, Woodhouse s'approche. J'ai repéré un préservatif avec du sperme à l'intérieur. J'ai appelé Como et je lui ai dit « Tu ne vas pas me croire, j'ai un échantillon. » Et il a répondu « Ah, c'est bien. » Mais j'ai ajouté « C'est un échantillon de sperme. » Et il était là « Pardon ?» Woodhouse découvre également autre chose. De l'endroit où il se trouvait, Wall pouvait voir la tour où Benita a été violée et tuée. Je ne pouvais pas y croire. C'est l'une des caractéristiques des tueurs sadiques. Ils retournent sur la scène du crime et ils revivent en imagination ce qu'ils ont fait à leurs victimes. Je me suis dit qu'on tenait enfin la bonne personne. Le comportement de Wall dans le parc a alarmé les enquêteurs. Nous l'avons fait surveiller par une équipe renforcée 24 heures sur 24. Les tueurs sadiques deviennent toujours des tueurs en série. J'avais très peur qu'ils ne soient en train de préparer une nouvelle attaque. La police pense savoir qui a violé et tué la nurse philippine Benita de Sagoon. Mais ils attendent encore les résultats des analyses qui prouveront que Michael Wall est bien le coupable. Le lendemain de leur troublante découverte au parc, les policiers suivent Wall qui se rend exactement au même endroit. On était presque sûr que cet homme était le suspect qu'on recherchait. Il ne fallait pas le lâcher d'une semelle, mais on ne voulait pas l'effrayer. On voulait que tout se passe bien, en douceur. Et la pression était grande. Il portait un sac jaune. Un sac qui semblait assez lourd. Woodhouse repère une femme sur un sentier voisin. J'ai dit à l'équipe de resserrer la surveillance.
S'il commençait à suivre cette femme, il fallait s'assurer que tout se passe bien. Wall commence à suivre la femme. Il se rapprochait de plus en plus. La surveillance n'était plus ma préoccupation. Il fallait arrêter cet homme. Woodhouse donne l'ordre d'arrêter Wall. Mais cet ordre arrive trop tard. J'ai vu son bras se lever et s'abattre sur la femme. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il vient de faire une autre victime. En voyant la police, Wall prend la fuite. J'étais très en colère contre moi, je n'avais pas su le maîtriser. J'étais inquiet pour la femme, mais il n'allait pas nous échapper. L'équipe de surveillance perd Wall de vue, mais Woodhouse a grandi dans ce quartier. Il dirige ses hommes vers une clairière, vers l'avenue Warden. Et comme prévu, il a débouché sur la zone où on pensait qu'il déboucherait. La police retrouve le sac dont Wall s'est débarrassé. Il est rempli de briques. La femme est conduite à l'hôpital et finira par se rétablir. Wall est emmené au quartier général de la police où on lui demande de vider ses poches. Un objet retient l'attention de Makula. Monsieur Wall était en possession de la carte de téléphone disparue. Mais ce n'est pas la preuve la plus compromettante. La police informe Wall que son ADN correspond à l'ADN du tueur retrouvé dans les premières 72 heures de l'enquête. Michael Wall est accusé du viol et du meurtre de Benita de Sagoon. Je lui ai demandé s'il voulait faire une déposition. Et il n'a dit qu'une seule chose. Je n'ai tué personne. Mais les enquêteurs ont des raisons de croire le contraire. Ils sont sûrs que la nuit du meurtre, Michael Wall cherchait une victime. Benita de Sagoon a passé la journée à la maison avec la famille dont elle était devenue proche. Elle avait sa soirée. Après s'être assurée que la famille n'avait plus besoin d'elle, elle est sortie pour retrouver son petit ami. Mais elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Michael Wall a eu une occasion, tard dans la soirée, lorsque Benita de Sagoon est descendue du bus et s'est dirigée vers le nord. Dans le jargon, on appelle ça une attaque foudroyante. Il fonce sur sa victime et l'attaque brutalement. Wall a entraîné Benita dans une cage d'escalier où il a continué à la frapper avec un sac rempli de briques. Il lui a fait descendre plusieurs étages, puis il l'a déshabillée. Et alors qu'elle était en train de mourir de ses blessures, il l'a agressée sexuellement. Après avoir fouillé la chambre de Wall à l'auberge de jeunesse, les policiers reviennent avec le Walkman de Benita et une terrible révélation. Son camarade de chambre nous a expliqué que la nuit du meurtre, Michael Wall était rentré à l'auberge et qu'il avait dit avec un grand sourire « Je l'ai eu ce soir ». Ce que Michael Wall a eu ce soir-là, c'était l'accomplissement du fantasme pervers d'un tueur sadique. Et une femme en a fait les frais. Peu de temps après le début de son procès, Wall a plaidé coupable pour toutes les charges qui pesaient sur lui. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Les histoires relatées dans 72 heures chrono sont authentiques. Les enquêteurs et médecins légistes qui témoignent sont ceux qui ont travaillé sur l'affaire.